On y va. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Jérémy Bérébi. Ma petite histoire en quelques minutes, c'est que j'étais l'un des pionniers de l'Internet en France en 1994. J'étais un des tout premiers à être connecté. Quand je dis un des tout premiers, c'est peut-être dans les 50 premiers, quoi, si vous voyez. J'ai été journaliste à l'âge de 16 ans, où j'écrivais, en fait, j'ai écrit les premiers papiers sur Internet à l'âge de 16 ans. J'ai fondé ma première start-up à 19 ans. J'ai fondé plusieurs startups, dont une qui est très connue, c'est Litchi, et j'étais le cofondateur de Litchi. En 2010, j'ai fondé, avec Xavier Niel, le fondateur de Free, j'ai fondé un fonds d'investissement où j'ai investi dans 360 startups dans 26 pays. Tout ça depuis Bnei Brak. Donc en fait, le matin, j'étudiais avec votre Rav Moshe Bérébi, que vous avez là, d'accord ? C'était ma Chavruta le matin. Et l'après-midi, j'investissais dans des startups partout. Ma vie à moi, c'est la Torah. Ma vie à moi, mon cœur malgré tout ce que j'ai fait, la high-tech, etc., ma vie, c'est la Torah. Pour une simple raison, c'est que j'ai côtoyé beaucoup de gens, des hommes politiques. J'étais conseil d'Emmanuel Macron, j'étais conseil de Jacques Chirac, de plein d'hommes politiques, des sénateurs, etc. J'ai côtoyé les hommes politiques, les stars. J'étais associé à plein de stars, pas besoin de citer le nom dans une yeshiva, et des gens très riches. D'accord ? J'ai été donc le bras droit de Xavier Niel, très riche. J'ai été le bras droit d'un des membres du conseil d'administration de Michael Friedman, qui était la deuxième fortune de Russie, avant qu'on lui prenne tout, là, pour la guerre, on lui a tout pris, qui avait 16 milliards de dollars en banque. Et en fait, en vivant avec ces gens-là, je me suis rendu compte à quel point, en fait, c'était pas de ce côté qu'il fallait chercher. Du côté de la politique, que du mensonge. Il faut savoir que le côté de la politique, c'est quand on était sur un plateau de télévision. D'accord, moi, j'ai fait plutôt plein de plateaux de télévision. Il y avait des hommes politiques sur place. Ils se disputaient comme s'ils se haïssaient sur le plateau. Et alors qu'en fait, 10 minutes avant, ils se faisaient la bise dans les coulisses. C'est-à-dire que c'était tous des copains et tout. Et en fait, c'est tout un jeu, en fait, tout ça. Les stars, à part se droguer, ils ne savent pas faire grand-chose. Et les riches, à part vouloir plus d'argent, ils ne savent rien faire. Donc en fait, c'est ça leur objectif de vie. Et moi, j'ai un concept qui s'appelle le score de la vie. C'est-à-dire comment on peut décider qu'une vie est réussie ou pas. Et en fait, clairement, ce n'est pas la popularité qui fait le succès de la vie d'une personne. Ce n'est pas la richesse, puisqu'on peut être riche et être un pauvre type. On peut être riche et ne pas avoir sa femme qui reste à la maison, ses enfants qui se droguent, etc. Ça, je l'ai vu de mes yeux. Hein. Ça, on me l'en parle dans les livres, mais ça, Baruch Hashem, Dieu m'a mis à des endroits où j'ai pu tout voir en accéléré. Un ami à moi qui valait 1 milliard, je déjeune avec lui, et à un moment, il sort, et je le vois, on est au resto, et je le vois derrière la vitre, énervé, en train de crier, etc. Je me dis, bon, il a un problème au travail. Non, il était en train de crier son fils qui venait de faire une overdose, ils étaient en train de le transporter à l'hôpital, ce genre de choses. Donc quand vous voyez ça, et que vous habitez moi j'habite depuis 20 ans, plus de 20 ans, 20 ans pile, 20 ans en Israël, et que vous vivez avec les Avrechim, vous vivez avec les gens comme Rav Samuel, vous vivez avec les gens comme Moshe Bérébi, vous vivez avec tout l'environnement, les gens que vous voyez, et qui sont toujours avec le sourire, qui ne sont pas en train de courir après la fortune, qui ne sont pas en train de courir ça, et vous voyez que ce sont eux les gens heureux, ils ont des familles soudées, des enfants bien éduqués, tous à croquer, comme on dit, tellement ils sont adorables. Moi, quand je suis au Beth Midrash, Avot ou Banim, je vois les enfants, je lève la tête à chaque fois, je dis qu'est-ce que c'est beau, le père qui étudie avec son fils. Alors qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, il n'y a pas ça, il n'y a plus ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le père et le fils, c'est deux générations qui ne se comprennent pas du tout, ils s'arrivent à peine à se parler, etc. Et nous, Baruch Hashem, dans l'Olam HaTorah, en fait, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Donc ça c'est la chance que j'ai eue, c'est d'avoir une vie très accélérée, et j'espère qu'elle va durer encore très longtemps, j'ai encore plein de choses à faire, à étudier surtout. Et voilà, il y a 5 ans, j'ai décidé de tout abandonner, justement en ayant fait ce constat, en disant ça sert à rien de vouloir être riche, parce que quand on est riche, de toute façon, on résout rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'argent pour vivre, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut être pauvre. Mais être riche, ça veut dire vouloir avoir beaucoup, et avoir encore beaucoup, et il n'y a absolument pas de limite. Et surtout, il faut savoir que les gens qui veulent être riches, d'accord, moi j'en ai beaucoup autour de moi, des gens qui veulent être entrepreneurs, etc. Il y a 0,001% des gens qui y arrivent au final, d'accord ? Les gens en général ne sont pas riches. D'ailleurs, autour de moi,
les Avrechim de Bnei Brak viennent me demander « j'ai de l'argent de côté, où est-ce que je peux l'investir ?» Et mes amis qui bossent, et ils sont en train de me dire « Jérémy, je suis à découvert, j'ai des dettes et j'ai des trucs, etc. » C'est complètement fou. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'en fait, en travaillant et en ayant un objectif de devenir riche, on va devenir riche, alors que non, en fait, on ne devient pas riche. Donc les gens qui ont un objectif d'être riches, il n'y a pas on n'y arrive pas comme ça. On n'y arrive pas comme ça. C'est pas en voulant être riche qu'on est riche. Et d'ailleurs, si vous avez, une fois vous allez dans l'avion et vous voyez la première classe, regardez la tête des mecs qui sont en première classe. Ça a l'air des fois des gens un peu bébêtes, des gens pas spécialement des gens un peu simples, etc. Oui, la fortune, elle n'arrive pas aux gens qui sont les plus intelligents, les gens qui pensent gros, et les gens qui pensent trucs, etc. Non, la fortune, elle arrive quand Hachem décide d'envoyer la fortune chez quelqu'un. C'est vraiment comme une roulette, c'est comme au loto. Certaines personnes nous donnent cette fortune. Donc ça, c'est très très important à votre âge de savoir que ça ne sert à rien de courir après l'argent, parce que l'argent, déjà, ne résout aucun de vos problèmes, d'accord ? Parce qu'à un moment, vous allez voir, quand vous avez de quoi manger tous les jours, votre problème de vie est déjà résolu. Mais surtout, c'est courir après une carotte, quand le lapin il court après une carotte, pour rien, quoi. C'est-à-dire qu'on court et on va dans le précipice, parce qu'il n'y a absolument rien à chercher de ce côté-là. Un jour, j'étais avec une personne, justement avec un des Russes que je conseillais, donc il y avait des milliards en banque, et qui tapait sur la table en disant « We need more cash, we need more cash. On a besoin de plus d'argent, on a besoin de plus d'argent. » Moi, je le regardais, je me dis « Mais c'est pas possible, ils sont complètement fous, ces gens. Complètement fous. » Et vraiment, ils sont fous. Mais après, quand je suis sorti, j'ai dit « Mais en même temps, ils ont quoi d'autre ? Ils ont quoi d'autre ? Qu'est-ce qui, pour eux, peut les faire réveiller le matin ? Les faire réveiller le matin, c'est d'avoir plus d'argent. Ça sert à rien ? C'est pas grave. Pour eux, c'est leur score. C'est le score de la vie. Alors que pour nous, le score, c'est les mitzvot, c'est ce qu'on a étudié, c'est le nombre de dapim qu'on peut répéter, c'est les enfants qu'on peut éduquer, le fait d'avoir réussi à bien éduquer nos enfants, nos petits-enfants, etc., etc. Et c'est ça, en fait, le score de la vie. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc j'ai vécu, en fait, l'Internet depuis le début et jusqu'à aujourd'hui, puisque je continue à suivre, même si je suis à l'Yeshiva, depuis 5 ans, je suis à l'Yeshiva à plein temps, pas très loin d'ici, à Netivot Olam. Et Baruch Hashem, c'est le Gan Eden. J'appelle ça pas le Gan Eden, j'appelle ça l'arche de Noé. D'accord ? Tevat Noach. On a l'impression en fait que le monde entier derrière, à l'extérieur, il est en train de s'écrouler, et nous, on est Baruch Hashem dans le meilleur endroit du monde. Et ce que je dis, malgré ça, je reste un peu quand même à la page des nouvelles technologies, etc. Parce que c'est quelque chose qui me passionne. Mais jamais dans un objectif financier. D'ailleurs, depuis que j'ai commencé à travailler, mon objectif n'a jamais été financier. Mais donc, j'observe la technologie, j'observe l'évolution des choses. Et en fait, il y a quelque chose qui est important. Alors attention, là, je vais vous parler. Et surtout, ne faites pas l'erreur de dire « Ah, il faut que j'en parle à X, il faut que j'en parle à Y ». Le cours que je vous donne là, il vous concerne à vous personnellement. D'accord ? Ça veut dire que même si vous n'êtes pas le plus grand accro de l'Internet, le plus grand accro, etc., prenez tout ce que je vous dis pour vous, et après, quand vous aurez une vie parfaite, les gens autour de vous voudront vous ressembler. Mais c'est très très important de ne pas dire « Ah, il faut que j'en parle à cette personne-là qui est accro », parce que là, on a énormément de secrets qui sont à l'intérieur. Il y a un pasouk dans Parashat Bereshit qui dit que « Vaivra Elohim et Adam besalmo, beselem Elokim bara oto ». Dieu a créé l'homme à son image. Alors à son image, on veut dire quelle image de Dieu, en quoi on ressemble à Dieu. Et beaucoup de Mefarshim disent que c'est le Koach HaBchira, c'est-à-dire que l'homme a la possibilité de faire des choix. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, la particularité qu'a l'homme, à part le fait de parler, d'accord, qui est aussi une particularité de l'homme, les bêtes ne parlent pas, c'est le fait de pouvoir faire des choix. C'est quoi de faire des choix ? C'est pas est-ce que je mange une crêpe ou une pizza, d'accord ? Parce que ça, même un algorithme, un robot, il pourrait vous dire exactement ce qui est bon pour vous de manger, ce que vous allez aimer. Mais c'est en fait, à n'importe quel moment de votre vie, de faire des choix entre le bien et le mal. Entre qu'est-ce qui va me faire grandir et qu'est-ce qui va me faire aller dans le mauvais sens. Et nous, Baruch Hashem, alors que le monde entier a ce pouvoir, d'accord, de choix, même les non-juifs, mais nous, on a une chance, ça s'appelle la Torah, et l'ensemble des livres qu'on a là, et le Norabanim, qui sont là pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Donc en fait, prendre des bonnes décisions, c'est quoi ? C'est à prendre des décisions qui vont nous faire grandir. Le métier que je vais choisir, c'est le métier qui va me faire grandir, qui va me permettre de continuer à respecter les mitzvot, d'être honnête, d'avoir une bonne vie de famille, d'avoir le temps pour étudier, etc., etc. Je choisis mon métier en fonction de ça. Ça veut dire faire un bon choix. Si je choisis mon métier pour gagner de l'argent,
frimer, pour mon cavote, pour m'acheter une super bagnole, pour avoir des super vacances au Bahamas, etc. Ça ne s'appelle pas faire un bon choix. Ça ne s'appelle pas faire un bon choix. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre de bonnes vacances quand on a un truc, mais le but, en fait, du choix a été de, justement, quelque chose qui est très éphémère. Alors qu'en fait, nous, on est là, dans ce monde, on est là pour construire. On est là pour prendre des décisions qui sont là pour nous faire monter, pour nous faire évoluer. Il faut que, à l'âge que vous avez aujourd'hui, il faut que dans 5 ans, vous soyez différent, dans 10 ans, vous soyez différent, dans 15 ans, vous soyez différent, dans 20 ans, vous ayez évolué. D'accord ? Moi, si vous voyez ce que j'étais il y a 20 ans, je ne ressemble pas du tout à ça. J'ai beaucoup, Baruch Hashem, évolué. Et j'espère que chaque année, je prie, et tous les jours, je prie pour continuer à évoluer. Mais ça, pour faire ça, il faut prendre les bons choix. Quel genre de femme, avec quel genre de femme je vais me marier, quels sont dans quelle école je vais mettre mes enfants, etc., etc. Donc, en fait, on a énormément de choix à faire dans notre vie, à n'importe quel moment. Si à un moment, vous avez, Chazvé Shalom, un copain qui part et qui dit « Allez, je vais faire une bêtise », d'accord ? On ne cite pas les bêtises. Et « Allez, viens avec moi, c'est cool, on va aller là-bas, nanana ». Ben là, vous avez le choix de dire « Non, je ne te suis pas » ou « Oui, je te suis », d'accord ? Ou alors, si au contraire, un copain vient dire « Viens, on va aller étudier, on va faire une nuit complète, une nuit blanche pour aller étudier toute la nuit », ben là, en fait, au Hachem, vous avez la chance de pouvoir le suivre. Donc en fait, la différence entre l'homme, la bête et les anges, en fait, il y a 3 catégories. Il y a l'homme, la bête, les bêtes et les anges. C'est que l'homme a le pouvoir de choisir, les anges ne peuvent pas choisir, et les bêtes, eux, en fait, sont complètement attirés par leur nature. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un robot. On pourrait remplacer une vache par un système complètement automatisé parce qu'elles ne prennent pas de choix à un moment en disant « Si je ne mange pas, je vais être un peu gros, ça ne va pas être bon pour ma santé » ou des trucs comme ça. Ça, elles ne font pas ça. Et donc, l'homme, c'est le pouvoir du choix. Donc, le Yetzer Hara, comment il se fait pour nous empêcher de grandir ? Alors, il utilise plein de méthodes. D'accord ? Parce que, donc, comme j'ai expliqué, l'objectif, c'est de grandir. L'objectif, c'est d'avoir ce que j'ai appelé le score de vie. C'est-à-dire, à un moment, on se dit, attends, là, je suis meilleur, je suis encore meilleur. Et à la fin de sa vie, de dire, waouh, j'ai fait une super vie. D'accord ? Et le Yetzer Hara, comment il nous empêche de grandir ? Il fait en sorte à ce que l'on fasse de mauvais choix. Ou alors, il fait en sorte à ce qu'on fasse pas de choix du tout. C'est-à-dire à ce qu'on laisse entraîner par la vie. Quand on est adolescent, c'est la chose la plus flagrante. C'est-à-dire que très, très souvent, on suit la masse. D'accord ? On a des copains qui vont dans un coin, dans un sens, on va aller avec eux. On va des amis qui pensent d'une certaine manière, on va faire la même chose qu'eux, etc., etc. Et nous, en fait, le Yetzer Hara, ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire en sorte à ce qu'on n'ait pas le temps de réfléchir, on n'ait pas le temps de prendre du recul, etc., etc. Et vous allez voir qu'en fait, c'est exactement les objectifs des sociétés de l'Internet. Les objectifs de l'Internet ne s'appellent pas Yetzer Hara officiellement, mais la technique des sociétés de l'Internet pour nous rendre addicts à tous les smartphones, surtout les réseaux sociaux, etc., c'est de faire en sorte à ce que l'on ne réfléchisse pas pendant qu'on est en train d'utiliser le service. Pourquoi pas, à un moment, on se dit, mais attends, mais qu'est-ce que je fous là ? Je viens de perdre 1 heure à scroller. À quoi ça sert ? Pourquoi je l'ai fait ? En fait, non, on fait en sorte à ce qu'on ne réfléchit pas. Les choses s'enchaînent. Et à un moment, on peut prendre un recul, ou à un moment, on peut ne pas prendre de recul du tout. Donc, le fait de nous empêcher de grandir, nous empêcher d'étudier, nous empêcher de réfléchir, ça, c'est un des grands objectifs. Il faut savoir que dans le monde des nouvelles technologies, on a eu plusieurs vagues. En fait, on a eu les années 80, où en fait sont arrivés les débuts de l'informatique. L'informatique, au départ, c'était pour travailler, d'accord ? Il y a eu quelques gens qui ont commencé à faire des petits jeux vidéo, mais le but, c'était de travailler au départ. Et jusqu'aux années 2000, 2005, l'objet, même à peu près 2010, le monde de la technologie, le monde de l'informatique, avait un objectif de rendre le monde meilleur. Mais vraiment de rendre le monde meilleur. Donc en fait, c'était l'objectif de résoudre des problèmes du monde. On va créer une banque en ligne qui va permettre de ne plus faire la queue au guichet. Ça va nous permettre d'aller chercher plus facilement à la poste son colis. Ou tout ce que vous pouvez imaginer qui améliore la vie de tous les jours. À partir d'un certain moment, quand tous ces services ont été lancés, et 99% des services ont été lancés, les entreprises d'Internet se sont dit, on fait quoi maintenant ? Eh bien, elles se sont dit, au lieu de faire en sorte à améliorer la vie des gens, on va voler le temps des gens. Alors, je vais faire une parenthèse avant, et je vais vous dire quelque chose par rapport au rôle d'un juif. D'accord ? Je dirais que c'est même le rôle d'un homme, mais comme nous, on est entre nous et qu'on a un objectif de réussite bien plus important, alors on ne va pas dire le rôle d'un juif.
Le rôle d'un juif sur Terre, c'est d'observer le monde et de le filtrer. C'est-à-dire que de la même manière qu'on mange, on fait attention à ce qu'on mange kasher, on fait attention à ce qu'on écoute, on ne doit pas écouter de la shonara, on fait attention à ce qu'on parle. De la même manière, dans les nouvelles technologies, on doit faire en sorte à filtrer ce qu'on va utiliser et ce qu'on ne va pas utiliser. C'est-à-dire que le monde, il était écrit dans Wikipédia il y a 15 ans, le monde orthodoxe s'oppose aux nouvelles technologies. D'accord ? C'était écrit comme ça. Moi, heureusement, Wikipédia, on peut corriger, j'ai corrigé, et j'ai expliqué que ce n'est pas ça du tout, en fait. Le monde orthodoxe, on utilise de l'électricité, les gens ont des lecteurs MP3, aujourd'hui, il y a on utilise des nouvelles techniques d'impression pour imprimer des magnifiques marottes, c'était pas du tout ça il y a 10 ans, il y a 15 ans, elles ne ressemblaient pas à ça, nos marottes, etc. La nouvelle technologie n'est absolument pas un problème en soi. Par contre, le fait de tout prendre, de dire « ah, c'est nouveau, donc c'est mieux », ça, c'est un problème. Et en fait, dans le monde des nouvelles technologies, le nouveau Samsung, il est meilleur que l'ancien. Et il est meilleur que celui d'avant. Le nouvel iPhone, il est meilleur que celui d'avant. Il est meilleur que celui d'avant. Et on dit, mais attends, mais c'est quoi le meilleur ? En quoi il est meilleur ? Ah, il a un meilleur appareil photo, il a un meilleur truc. Moi, très souvent, j'adore poser, quand quelqu'un me dit, j'ai acheté le nouveau téléphone, je lui dis, mais il a quoi de mieux ? Et les gens, en général, n'arrivent pas à me le dire. D'accord ? C'est juste que c'est le dernier. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on est des pigeons. D'accord ? Et donc, on va gober, on va prendre, on dit, ah, c'est nouveau, donc c'est mieux. Ou une nouvelle application sort, etc. Ah, bah tiens, on va l'installer, on va voir ce que ça donne. Mais attends. Toi, maintenant, tu devais te demander, est-ce que maintenant, ce nouveau téléphone, il ne va pas te pourrir la vie ? Est-ce que cette nouvelle application ne va pas te pourrir la vie encore plus ? Etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, on doit se poser la question de est-ce que ce que je vais faire maintenant, c'est mieux pour moi ? Et les entreprises de l'Internet n'en ont absolument rien à faire de nous. D'accord ? Il faut savoir que l'objectif, c'est absolument pas le bien-être de l'humanité, même si elles vont faire des slogans, elles vont expliquer, etc. Là, il y a un gros problème qui se passe aux États-Unis sur il y a énormément d'enfants qui se sont suicidés sur Internet. Énormément d'enfants qui sont suicidés, il y a eu plein de problèmes avec les enfants, des attaques, bon, je ne vais pas citer ça. Il y a beaucoup de problèmes. Et là, cette semaine, vous aviez tous les grands patrons de l'Internet, le patron de Facebook, le patron de Snap, etc., qui sont venus témoigner devant les sénateurs. Et on voit, ils ont sorti des documents des années 2020, 2021, etc., où on dit au patron de Facebook, on dit « Attention, on est en train de pourrir la vie des jeunes », et Mark Zuckerberg, il est en train de dire « Je m'en fous ». Il dit « Non, mais ça ne m'intéresse pas, ce que tu me dis, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas mettre de protection, je ne veux pas les protéger, etc. » Maintenant, il était devant tout le monde, il dit « Je vous prie d'excuser les parents des enfants qui ont été victimes de suicide, des victimes de ci, victimes de ça, etc. » Mais ça veut dire que ces gens-là n'en ont absolument rien à faire. La seule chose qui compte, c'est leur chiffre d'affaires. La seule chose qui saute, c'est leur revenu. On a aujourd'hui sur Facebook où il y avait à peu près 3,8 milliards de personnes par mois. D'accord ? 3,8 milliards. Imaginez, les États-Unis, c'est 450 millions de personnes. 3,8 milliards, c'est-à-dire que vous avez une grosse partie du monde qui sont entraînés là-dedans. Donc si quelqu'un, maintenant, le patron de ça, ne met pas de frein, ne met pas de protection pour protéger nos enfants, protéger n'importe qui, etc., bah, c'est à nous de les mettre. On ne peut pas faire confiance ni aux États qui mettent 20 ans avant de se réveiller, etc., etc. C'est à nous de les mettre. Et donc, comme j'ai expliqué, quand il y a une nouvelle technologie, on doit filtrer et on doit faire attention, est-ce que oui ou non, il y a un intérêt à ce que j'utilise ? Alors, quels sont les différents problèmes qu'il y a justement dans les nouvelles technologies ? Le premier problème, c'est d'être toujours joignable. Être toujours joignable, être toujours en contact. D'accord ? Vous êtes bien placé pour vous rendre compte que quand on est plongé dans sa Gemara, quand on est plongé dans un sujet, on n'arrive pas à se concentrer tout de suite. D'accord ? Ou alors vous êtes des génies si vous y arrivez. On n'arrive pas à se concentrer tout de suite. On n'arrive pas à se plonger dans un sujet de la même manière. Il faut à peu près 10 minutes pour se concentrer sur un sujet. Et encore, je ne parle pas de Gemara, un sujet le plus bête qui soit, il faut à peu près 10 minutes. Aujourd'hui, quelqu'un prend un téléphone entre 110 et 150 fois par jour dans la main. D'accord ? Quelqu'un qui a un smartphone, il le prend 110, 150 fois par jour. C'est-à-dire à peu près toutes les 5 minutes. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes, la concentration qui était en train de se préparer est interrompue. D'accord ? Ça peut être pour avoir un WhatsApp, ça peut être pour vérifier si le match de foot est passé, ça peut être n'importe quoi. Vous savez bien que pour nous déranger, il y a ce qu'il faut. Et donc, 110 fois par jour. Et 110 fois par jour, ça fait que l'on n'est jamais concentré. Si on prend le métier des plus grands du peuple juif, le métier commun à Abraham, Yitzhak et Jacob,
le métier commun à Moshe Rabbeinu, David Ameller, Rabbi Akiva, c'était quoi leur métier? Ils étaient bergers. Alors, c'est quoi être berger? D'accord? Berger, c'est amener les moutons au pâturage et les regarder toute la journée. Il n'y a rien à faire. C'est très barbant. Mais c'est en fait cette situation-là qui a créé des grands hommes. Parce qu'ils ont pu réfléchir, ils ont pu se construire une philosophie, etc., etc. S'ils étaient en plein milieu du marché, à avoir en permanence des trucs qui passent dans tous les sens, etc., ça n'aurait pas été possible de faire les réflexions que ces gens-là ont eues. C'est le fait justement d'être en mode non interrompu pendant leur vie. Et donc comme j'ai expliqué, entre 110 et 150 fois par jour, on prend le téléphone dans la main, mais si on voyait notre voisin qui allait consulter sa boîte aux lettres 110 à 150 fois par jour, évidemment, on appellerait la police. D'accord? Et nous, aujourd'hui, on ne se demande pas pourquoi est-ce qu'on prend autant. On ne se demande pas, on dit « Ah non, mais attends, je regarde, hop, je vois, il y a peut-être un message, il y a peut-être quelque chose, etc. etc. » Donc, comme j'ai expliqué, on n'est jamais concentré. Et il y a quelque chose qui est très, très important, c'est que le cerveau a besoin de pause. Les gens pensent que quand on ne fait rien, on ne fait rien. Et moi, j'ai expliqué une expérience qui m'est arrivée et qui a été confirmée par toutes les études que j'ai trouvées, etc. Il y avait, avec ma chavruta, le matin, on étudiait une Gemara, et on lisait un Tosfot, on lisait un Rishon, ou n'importe quoi. On lisait, on était là, on essayait de le comprendre, on n'arrivait pas bien à comprendre, ou la question, ou la réponse, ou n'importe quoi, ou il y a un truc qui n'allait pas. On n'arrivait pas. À 1h, on ferme la Gemara, on revenait à 4h, on ouvre la Gemara, on le lit, on a tout compris. Alors on dit, bon, c'est un ange qui est venu nous mettre ça dans la tête, ou je sais pas quoi. On n'a pas compris. Donc ça nous arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je fais, waouh! Mais attends, c'est pas qu'on était en train de réfléchir entre 1h et 4h. Moi, je vais déjeuner avec mes enfants, il y a des trucs, je vais me reposer un petit peu, etc. C'est pas que j'ai été plongé en tant que truc. En plus, des Tosfot ou des Rishonim, c'est devant le texte qu'on arrive vraiment a priori à se concentrer dessus. Et donc ça nous arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, je me dis, il se passe quelque chose. Et donc j'ai été chercher. Et ce qui est sorti, et c'est comme ça, maintenant c'est quelque chose les neurologues sont tous convaincus, c'est que quand le cerveau ne fait rien, il est en train de résoudre nos problèmes. C'est-à-dire, à partir d'un moment, si vous êtes maintenant sur la terrasse, là je crois qu'il y a une terrasse, c'est ça, une terrasse, vous êtes sur la terrasse, vous ne faites rien, vous regardez le ciel, d'accord? Vous prenez une pause, vous n'avez pas votre téléphone, vous n'êtes pas en train d'écouter de la musique, vous n'êtes pas même en train de lire quelque chose. À un moment, vous êtes là, vous vous détendez, à ce moment-là, vous allez avoir des idées, des choses qui vont arriver, des problèmes qui vont être résolus. D'ailleurs, on le voit malheureusement, on est en train de faire la Hamida, d'accord? On fait la Tfila, on est en train de faire le Shemona Esrei, et paf, on se rappelle qu'on n'a pas appelé sa grand-mère, on se rappelle que la liste des courses n'a pas été faite, etc. Ça arrive à tout le monde, je vois des sourires. Voilà, ça arrive à tout le monde. On a plein de choses qui arrivent. Pourquoi? Parce que comme on est en train de faire quelque chose de répétitif, le cerveau n'est pas très utilisé, malheureusement, parce normalement, il faudrait un peu plus utiliser, mais le cerveau n'est pas très utilisé, donc à ce moment-là, paf, les idées arrivent, et on a des idées, on se rappelle de la liste des courses. Moi, je vous dis, il y a peut-être un quart des invités au mariage de ma fille, là, le dernier, je les ai trouvés pendant la Hamida, quoi. C'est la honte. Ah tiens, j'ai oublié d'inviter telle personne, telle. Alors que pourtant, je me concentre, et je suis à fond, et je dis mot par mot, et je dis dans le sidour comme ça. Paf. Non, tac, ça arrive, tac, 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 comme des pop-corn. Et ça, donc, c'est très, très important. Les gens qui font la queue au supermarché, les gens qui sont dans l'ascenseur, en général, ils sortent leur téléphone et ils font comme ça. Tac, 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 hop, ils remettent dans la poche. Il ne s'est rien passé, ils n'ont rien fait. Si on leur dit qu'est-ce que tu as fait maintenant, pas grand-chose. Mais ils ont perdu en fait l'occasion justement de réfléchir, l'occasion de prendre du recul. Alors nous, Baruch Hashem, on a Shabbat, mais ça ne suffit pas. C'est qu'en fait, toute la semaine, c'est si on n'a pas justement ce genre de téléphone, on n'a pas de téléphone qui a de notification, etc., etc., à ce moment-là, on peut en fait justement prendre du recul, réfléchir et résoudre des problèmes bien plus importants qu'on peut imaginer. Donc en fait, le fait de ne jamais être concentré, de ne pas avoir cette fameuse Menuchat Nefesh, fait qu'on n'arrive pas à prendre les bonnes décisions dont on parle. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas à prendre du recul sur sa vie, on est toujours un peu stressé, que va arriver la fin de l'année, la yeshiva, et vous allez à un moment vous demander « Ah oui, mais bon, enfin, au final, je fais quoi l'année prochaine ?» etc. Vous allez avoir un peu de stress. Alors que si maintenant vous avez la tête libre, vous avez le temps d'y penser, etc., vous pouvez faire les choses beaucoup mieux. Comme j'ai expliqué, les sociétés de l'Internet sont des voleurs de temps. Voleur de temps, c'est l'objectif. C'est-à-dire, il faut savoir qu'en marketing, quand un produit est gratuit, c'est que ce qu'on vend, c'est vous. D'accord? Donc si on vous donne quelque chose, on vous dit on vous donne, mais en fait, c'est ce qu'on est en train de vous vendre vous-même.
Et c'est exactement ce que font les sociétés de l'Internet. C'est-à-dire qu'en fait, donc, évidemment, le principe, c'est de vous faire en sorte de rester le plus longtemps sur les services. Et si je reste longtemps sur le service, on me vend de la publicité ciblée, et donc je vais voir la publicité, on dit à nos annonceurs, regarde, là, j'ai un Nigo, là, il voit, il est sur Netflix, il est sur ci, il est sur ça, il regarde je sais exactement ce qu'il voit chez les trucs, voilà, tu peux le cibler, tu peux y aller, vas-y, fais à volonté. Et donc, en fait, tout l'objectif des sociétés de l'Internet, c'est combien de temps je fais passer à mes utilisateurs sur Internet. Là, Facebook a annoncé ses résultats il y a quelques jours. Je crois qu'ils ont réussi encore, le dernier trimestre, à augmenter de 8% le temps passé. Ce qui est gigantesque, d'accord? Pour des milliards de personnes, 8%, c'est des bénéfices qui sont gigantesques pour eux. Et nous, voilà, et les gens, au contraire, au lieu de dire « Attends, je vais essayer de lever un peu le pied, etc. », ils n'y arrivent pas. Et ça, on va expliquer pourquoi. Il y avait, au début, à la sortie de l'iPhone, il y avait avant l'iPhone, en fait, un appareil qui s'appelait le BlackBerry, qui était vous connaissez le BlackBerry, vous vous rappelez? Bon. Voilà, il y avait le BlackBerry où les gens tapaient des messages, etc. Bon, c'était déjà très addictif, les gens ne s'arrêtaient pas à s'envoyer des messages. Mais quand l'iPhone est sorti, pour voir ses mails, en fait, il fallait rentrer dans le mail, recharger et voir que les mails apparaissaient. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'alerte, il n'y avait pas de notification. À partir d'un certain moment, donc en fait, les gens demandaient à Apple, allez, il faut une notification, il faut une notification, il faut une notification. Mais surtout, en fait, chez Google, qui venait de racheter Android, il y a eu une discussion qui a eu lieu à ce moment-là chez eux. Et en fait, les discussions chez Google, c'est comment faire pour que nos utilisateurs restent plus longtemps chez nous. Et là, la discussion, c'était comment faire pour que les gens prennent plus en main leur smartphone tous les jours. Et là, il y a eu quelqu'un qui a eu une idée. Il a dit, voilà, regardez ce qu'on va faire. Quand les gens vont recevoir un mail, on va leur envoyer une notification. OK, super, très bonne idée, etc. Et là, quelqu'un a dit, mais attends, tout le monde ne reçoit pas des mails. Il y a des gens qui vont recevoir quoi? 3 mails, 5 mails, 10 mails par jour. Ça ne nous suffit pas, ça. On ne veut pas ça. Nous, on veut que ça cravache. Et donc, il y a eu quelqu'un qui a dit, regardez, on va permettre à n'importe quel développeur d'application d'envoyer des notifications. Donc, l'objectif des notifications qui ont été données aux développeurs, ce n'est pas du tout on va vous aider à améliorer la vie des développeurs aussi, etc. C'est en fait, faisons en sorte à déranger au maximum l'utilisateur pour qu'il ait le plus d'occasion de prendre dans la main son téléphone. Donc ça, c'est une des premières choses. Je vais un peu accélérer. Le sujet on va parler d'A/B testing. L'A/B testing, vous savez ce que c'est? Elle va trop vite. Ah bon? Ah bon, d'accord, ok. Il est tôt là quand même. Ça va. A/B testing, il y a le sujet de l'A/B testing. Dans l'informatique, on a des systèmes qui nous permettent en fait d'améliorer les performances de n'importe quel service, d'un site marchand, d'un jeu vidéo, d'un réseau social. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'en fait, on a une page, d'accord? Donc la page de Facebook telle qu'elle était hier. Et en fait, on va aujourd'hui montrer à une partie des utilisateurs, répartis, on va leur montrer un petit changement. Le bouton est un peu plus à droite, ou le bouton est un peu plus gros, ou ça va scroller plus vite, ou alors ça va scroller différemment. Avec l'A/B testing, on peut tester n'importe quoi, à tel point que Facebook laissait ses ingénieurs au sein de la société tester ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient même pas besoin de demander à Mark Zuckerberg une autorisation. Ils pouvaient en fait dire, voilà, j'ai envie de tester ce truc-là, voir les performances qui sont meilleures. Ils codaient ça, ils lançaient la machine, ça allait tester sur un panoplie de gens dans le monde entier, et à la fin, ça disait, waouh, ils ont resté 3 secondes de plus aujourd'hui. Les gens qui utilisaient la nouvelle formule. 3 secondes, waouh, 3 secondes fois 3 milliards, ça fait beaucoup de secondes. Donc, il n'y avait pas 3 milliards, il y avait 500 millions, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, donc en fait, il y a ces techniques-là, ce qu'on appelle A/B testing. C'est-à-dire qu'on en monte A, on monte la version A, on monte la version B, et après, en fait, on choisit la meilleure. Donc imaginez, Facebook, à une époque, je ne sais pas aujourd'hui, mais en tout cas, il y a quelques années, il faisait 1000 modifications par jour. Il testait 1000 choses par jour. Donc 1000, il y en a dedans peut-être 5 qui restent, 5 aujourd'hui, 5 demain, etc., etc. Et là, vous avez les résultats qui montent. Les gens, ils restent de plus en plus longtemps. Donc ça, c'est le côté de la VTD. Donc en fait, ça marche dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, c'est quoi là, le risque en fait dans les jeux? C'est qu'en fait, le jeu, par exemple, soit trop difficile. Donc en fait, on teste, on voit si les gens abandonnent le jeu quand ils commencent à perdre. Ou alors, donc dans ce cas-là, il y a un système dans le jeu, des fois c'est automatisé, des fois c'est programmé à la main. On va rendre le jeu un peu moins difficile, comme ça les gens l'abandonnent moins, etc., etc. Le sujet du feed, du scroll, ok?
Donc en fait, il y a les sociétés, n'importe quelle société de l'Internet, peuvent savoir exactement quel appareil vous avez, la résolution de votre appareil, et ce que vous avez exactement sur l'écran en ce moment même. D'accord? Donc en fait, quand vous êtes en train de défiler, pourquoi les gens ne s'arrêtent pas en défilant? C'est qu'en général, quand vous défilez, on fait en sorte à ce que l'info d'en bas soit tronquée. C'est-à-dire qu'en fait, on fait en sorte à vous montrer le début de la prochaine info, de celle qui est en bas. Donc on avance, paf, il y a encore un début là. Et en fait, l'homme est très curieux. Donc en fait, il ne peut pas supporter d'avoir un truc qu'il voit à peine. Donc il continue à monter, et à monter, et à monter, et à monter. Et là, il peut passer la journée. D'accord? Il peut passer la journée, c'est l'objectif, d'accord? Alors certains moments se disent « Ah, attends, il faut bien que je mange, il faut bien un petit, etc. » Ça me fait penser qu'à l'addiction, on a en Chine, il y a des centaines et des centaines de centres de désintoxication aux jeux vidéo. Au World of Warcraft, Call of Duty et tous ces trucs-là. D'accord? Des centres de désintoxication. Et il y a une mode, d'accord? Il paraît que c'est très courant. Les adultes achètent des couches pour rester devant leur écran et ne pas bouger de leur écran pendant qu'ils sont en train de jouer. D'accord? C'est qu'en fait, voilà, donc on en arrive là. Hein. Ça vous fait peur et vous dites ouais, ils exagèrent et tout, mais tout ce qu'ont fait les Chinois, hein, c'est arrivé chez nous après quelques années, donc il faut pas voir ça de loin. C'est-à-dire que ça peut nous tomber dessus. Et en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment ou à un autre, on ne va même pas manger, on ne va même pas vivre, etc. On a trouvé des gens qui étaient morts devant leur clavier, etc. J'exagère, j'exagère pas, parce que c'est des vrais cas. C'est pas tout le monde, ça n'arrive pas à tout le monde comme ça, etc. Mais c'est pour dire à quoi on peut arriver, parce que c'est justement extrêmement addictif. Le sujet addictif, c'est un métier, c'est-à-dire que les écoles de game designer, les écoles de marketing en ligne, etc., elles apprennent à faire comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les gens utilisent de plus en plus nos systèmes. Il y a dans les universités américaines des laboratoires de persuasion technologique. C'est quoi les laboratoires de persuasion technologique? C'est en fait des laboratoires où vous avez des souris, des chats, des gens. Et en fait, on fait des expériences sur eux pour aller chercher les défauts du cerveau humain. Et les défauts du cerveau humain, quand on les découvre, en fait, on fait en sorte à les utiliser dans les entreprises d'Internet. D'accord? Donc à Stanford, d'où sortent quasiment toutes les grosses boîtes de l'Internet, là-bas, vous avez un énorme laboratoire. Vous avez un laboratoire à Cornwall, pareil, etc., etc. Et dans ces laboratoires-là, en fait, on arrive à détecter les choses. Je vous prends un exemple, qui est l'exemple du bol de soupe. En fait, ils ont invité autour d'une table plein de personnes, en leur disant, voilà, vous allez manger une soupe. Et donc, les gens ont commencé à manger leur soupe. Donc, il faut savoir que le bol était rempli, et qu'ils allaient de toute façon pas finir le bol, d'accord? Et on les a fait manger, et on leur a dit, ok, c'est fini. Bon, les gens vont dire, ils sont fous, c'est scientifique et tout. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'un bol sur deux était connecté avec un tuyau en dessous, et pendant qu'ils mangeaient, on était en train de recharger leur bol, d'accord? Recharger leur bol. Donc ils mangeaient, hop, ça rechargeait, etc. Et en fait, les gens qui avaient un bol qui se rechargeait, ont mangé presque 2 fois, 180%, de plus, enfin 180% de ce qu'ont mangé ceux qui n'avaient pas le bol qui se remplissait. C'est quoi en fait ce qui se passe? C'est qu'en fait, quand le cerveau n'est en train de manger, il n'est pas en train de réfléchir, il est en train de dire voilà la quantité que je veux manger. Et bien à ce moment-là, en fait, il suffit qu'on en resserve, et bien le cerveau va pas se dire attention, mais j'ai plus faim au final. D'accord? C'est pour ça que le Rambam dit qu'il faut manger à 4/5, enfin je crois qu'il y a deux versions, je crois dans le Rambam, 4/5 de notre ou 2/3 de notre faim, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut jamais manger jusqu'à qu'on ait plus faim. Parce qu'en fait, très souvent, on a déjà plus faim, c'est juste que l'information n'est pas montée au cerveau qu'on n'a plus faim. Donc là, la même chose, c'est qu'en fait, quand on utilise des choses, on n'a pas un moment le cerveau qui va réagir et qui va nous dire stop. Donc ça, pareil, c'est ce qui a fait le feed infini, d'accord? Il faut savoir qu'au tout début de Facebook, c'était pas infini le feed. On voyait ce que faisaient nos amis, les amis de nos amis, c'était terminé. À un moment, il y avait stop. Et c'est arrivé ça arrivait très très vite, mais ça arrivait très vite que voilà, ça soit infini. De la même manière sur YouTube, quelqu'un qui voit une vidéo sur YouTube, 5 secondes après, on lui met une autre vidéo. D'accord? 5, 4, 3, 2, 1, paf, il y a une autre vidéo. Non mais je t'ai rien demandé. Je suis venu faire un exercice de maths, je suis venu faire un truc, je suis venu faire ci, je suis venu faire ça, voir une certaine vidéo, pourquoi tu m'envoies une autre vidéo? En fait, on ne te pose pas la question, parce qu'on sait très bien que si on met moins de 5 secondes avant de t'envoyer une nouvelle vidéo, et cette vidéo, on est certain qu'elle va te plaire, parce qu'on a plein d'algorithmes où on sait exactement ce qui va te plaire. Ce qui va te plaire, ça ne veut pas dire ce qui va te rendre meilleur ou qui va te rendre plus intelligent. C'est ce qui va t'attirer, ce qui va te scotcher.
Alors à ce moment-là, bah, tu vas rester, tu vas avoir une autre, et une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Par rapport à ça, en fait, les algorithmes de recommandation, justement, on va en parler. Bon, il y a aussi les médias, je parlais des médias aussi qui créent des faux événements. Quand on lit la presse, et là en plus aujourd'hui, là il y a la guerre, etc., on a l'impression qu'il se passe toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Alors qu'en fait, tout ça, ce sont des algorithmes qui vont publier des informations, alors que par exemple, vous pouvez avoir un site qui écrit toutes les infos le matin, mais en fait, elle les publie à des heures, genre toutes les 20 minutes, pour que la personne qui revienne sur le site, elle a toujours l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Et donc je reviens, et pareil, je vois de la pub, et etc., etc. Les algorithmes de recommandation ont Comment ça fonctionne? On va prendre, par exemple, en Israël, vous avez les pro-Netanyahou et les anti-Netanyahou. D'accord? C'est très flagrant, ce clivage, d'accord? Moi, j'ai toujours pas compris. Je vis là depuis 20 ans, j'ai toujours pas compris ce qu'il lui reproche, mais ok, là maintenant, vous allez comprendre pourquoi on lui reproche quelque chose. Donc, vous avez les pro-Netanyahou et les anti-Netanyahou. Et donc, les pro-Netanyahou, s'ils voient une vidéo anti-Netanyahou, ils s'arrêtent au milieu. Ça les énerve. Ça les énerve. Donc, ils ne vont pas voir une vidéo anti-Netanyahou. L'algorithme ne va pas leur montrer de vidéo anti-Netanyahou. De la même manière, les anti-Netanyahou, si on leur montre une vidéo qui dit Netanyahou, il est super fort, à ce moment-là, ils vont fermer la vidéo en disant « Oh, je ne supporte pas, je ne peux pas me le voir. » D'accord? Donc, au final, vous avez donc deux mondes, et des fois, c'est dans le même couple, dans la même famille, vous avez deux mondes qui voient deux personnes qui vont voir deux choses complètement différentes. On sait que vous êtes pro-Netanyahou, on le sait parce que par rapport à ce que vous avez arrêté, les choses que vous voyez, etc. On va continuer à vous montrer du pro-Netanyahou tout le temps. Et donc, vous allez avoir votre idée claire. Et de l'autre côté, vous avez les anti-Netanyahou qui vont rester dans leur truc et qui vont voir que de l'anti-Netanyahou du matin au soir. Et on arrive à la situation qu'il y a eu l'année dernière, j'espère que ça ne reviendra pas, mais chez Miazor, où vous avez le pays qui s'entre-déchire. D'accord? Qui vont s'entre-déchirer sur quoi? Sur je l'aime pas lui, et je l'aime pas lui, et je l'aime pas lui. Tout ça parce que tout simplement, les gens n'arrivent plus à se parler parce qu'ils sont sur le réseau social, ils ne voient pas la même chose. Ils ne voient pas la même chose. Moi, à un moment, j'ai parlé avec des amis, et j'ai dit, regarde, c'était juste après la guerre, là, après le début de la guerre, là, la dernière, et je parlais avec des amis de Tel Aviv, etc., qui sont très, gauchistes, etc. Bon, je les appelle encore des amis, même j'ai un peu de mal, mais je parlais avec eux, et je leur disais, regarde comment le peuple est de plus en plus uni, et voilà, les gens vont maintenant, il y a la hardoute entre nous, etc. Et lui me dit, mais pas du tout, tu vois pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on se déchire, on se hait, on se truc, c'est la catastrophe. Alors que nous, on vit dans notre monde, on a l'impression que tout est en train de s'arranger, mais en fait, eux, ils vivent dans une bulle, et ils voient des choses qui sont complètement d'une autre côté, parce qu'ils aiment ça, et c'est ce qu'ils cherchent. Donc, on n'est pas là en train de faire politique, etc., mais juste pour vous dire qu'en fait, vous n'avez pas, quand on est en fait sur Internet, on n'est pas en train de nous montrer l'étendue des données, l'étendue des informations. On nous montre un bout, et on nous reste dans ce bout-là. Par exemple, vous avez les gens qui sont les conspirationnistes. Vous avez déjà entendu parler des conspirationnistes? Conspirationnistes, ils pensent que le 9 septembre, c'est les Juifs qui ont... 9 septembre, les World Trade Center, c'est les Juifs qui ont envoyé l'avion. Ils pensent que la Terre est plate. Ils pensent que le vaccin du corona, on nous a tous injecté une puce 5G, etc., etc. Vous rigolez, mais on parle de beaucoup de gens, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ils gobent tous les trucs les plus bizarres. Qu'il y a des extraterrestres sur Terre, etc., etc. Bon, ça, il y a Marc Loquette, a priori. Et donc, il gobe tout ça. Donc, quand même, un conspirationniste, on va le laisser là-dedans et on va continuer à lui sortir toutes les conspirations qu'il y a sur Terre. Paf, on le remet, etc. Alors, on a l'avantage, nous, on est au Beth Midrash et on voit comment fonctionne une Gemara. Les Havdil, vraiment les Havdil. Une Gemara, vous avez quoi? Vous allez avoir une Souga et vous allez toujours, ou quasiment toujours, avoir une marloquette. Abaye Verava. Ok? Vous allez avoir une marloquette. Un, il va dire c'est permis, l'autre, il va dire c'est pas permis. D'accord? On vous montre les deux. Et l'objectif de celui qui étudie, c'est pas de dire lui il a raison ou lui il a raison. Celui qui dit ça, je crois qu'il se fait virer, non? Je sais pas comment ça marche. Voilà. Je sais pas comment ça marche ici. En tout cas, chez nous, à l'Éthiopie, on s'est brûlé vif sur place. Mais où il a raison, il n'a pas raison. On est là pour comprendre celui qui dit permis et on est là pour comprendre celui qui dit interdit. On est là pour comprendre des opposés, des gens qui, au final, ont une conclusion opposée. Et on est là pour les comprendre tous les deux. Et en fait, ça nous élargit l'esprit. Ça s'appelle élargir l'esprit. Je vois tout le champ. Celui qui permet pas. D'accord?
Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver sur Internet. Quelqu'un qui est sur Internet et qui voit justement des vidéos, etc., il croit voir tout ce qu'il peut, etc., etc., mais en fait, pas du tout. On est en train de lui montrer qu'un bout, parce qu'on veut le laisser dans son opinion, puis parce que son opinion, c'est celle qui va lui générer le plus de vues, le plus de temps, que la personne va passer le plus de temps sur Internet grâce à ça. Le sujet de l'addiction, en fait, c'est... Pourquoi est-ce qu'il y a de l'addiction? Alors, je vous ai expliqué, il y a des techniques qui font que la personne ne s'arrête pas, donc la curiosité, le fait on lui envoie de l'information avant même qu'il en demande d'autres, donc il n'a pas le temps de se dire « Attends, est-ce que j'ai intérêt à rester ?» Le côté jackpot aussi, c'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un relève ses mails ou regarde ses WhatsApp, ça fonctionne un peu comme si une machine à sous dans les casinos. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde, on a toujours l'impression qu'il va nous tomber un truc où on a gagné quelque chose, ou un message super, ou un truc, etc. Et donc en fait, on est toujours à recharger la page, on voit encore un mail, je regarde mes WhatsApp, etc. Et ça, c'est pareil, c'est le même sujet d'addiction. C'est-à-dire les machines à sous, ça fonctionne pareil. On a toujours l'impression qu'on va gagner la partie d'après. Là, pareil, donc les mails, le WhatsApp, etc., ça fonctionne de la même manière. Et donc, comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, de la même manière que pour les cigarettes, pour les jeux d'argent, pour tous les sujets, en fait, addiction qui nous pourrissent la vie, vous avez en fait une hormone qui est générée dans notre cerveau qui s'appelle de la dopamine. La dopamine, c'est une hormone, ça s'appelle l'hormone du plaisir. Et moi, en fait, je ne sais pas, j'ai un peu envie d'appeler ça l'Yetzirah parce que c'est une hormone du plaisir qui nous permet de faire un plaisir maintenant, mais en général, et c'est pas en général, dans tous les cas ça marche comme ça, pour l'avenir, c'est catastrophique. D'accord? Quelqu'un qui boit de l'alcool et qui reboit de l'alcool, etc., il sait très bien qu'il est en train de faire un kiff maintenant, mais demain matin, il va avoir un mal de crâne, il va dire « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Quelqu'un qui fume, après, bon, lui, il va attendre un peu plus longtemps, mais il va s'en rendre compte plus tard, etc., etc. Donc en fait, cette dopamine-là, elle est aussi générée sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que le vice-président de Facebook, enfin le cofondateur de Facebook, Shane Parker, a dit « on a créé une machine qui est un générateur de dopamine en puissance ». C'est qu'en fait, on génère de la dopamine. C'est à quel moment la dopamine est générée dans les réseaux sociaux? Quand quelqu'un poste quelque chose, on le like, il a un sentiment de satisfaction, ah, ça, on le like. Quand on envoie un WhatsApp et on voit que le message a été lu, on a de la satisfaction comme ça, etc., etc. En fait, il y a plein de choses quand les gens se font retweeter, reforwarder, etc. Tout ça, ça génère de la dopamine. Ce qui fait que, voilà, ça génère une hormone, et cette hormone-là, c'est quelque chose qui rend addict. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une maladie. C'est-à-dire quelqu'un qui devient accro, ben, enfin, il n'arrive pas à s'arrêter. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, vous enlevez un adolescent, vous enlevez son smartphone, avec son Facebook, etc. Même s'il a le bac la semaine prochaine et qu'il sait qu'il doit travailler comme un malade, il va être pas bien. Pourquoi il va être pas bien? Parce que justement, cette dopamine-là, elle va avoir, c'est comme la cigarette, j'ai besoin en fait d'avoir quelque chose qui va me générer cette dopamine qui me manque. Tous ces sujets-là, en fait, le fait qu'il y ait énormément d'informations qui nous soient envoyées, énormément de choses qui arrivent, etc., etc., les gens ne se rendent pas compte que le cerveau et le monde n'a pas fonctionné avec autant d'informations depuis le début de l'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, les gens avaient une radio avec une chaîne, même la télévision, les gens avaient 15 chaînes, mais ils pouvaient en voir qu'une seule à la fois. Et quand ils voyaient une chaîne, ils voyaient un film à la suite, ou ils voyaient une information, et il n'y avait pas énormément d'informations qui passaient comme on le voit aujourd'hui. Là, en l'espace d'une minute, on peut voir 50 infos différentes. Et en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que les hôpitaux sont remplis de gens qui font des burn-out. Vous avez déjà entendu parler des burn-out? Alors, burn-out, je peux vous dire, moi j'ai des amis qui en ont eu, ça. C'est un moment où le cerveau, en fait, détraque. C'est-à-dire qu'en fait, la personne bosse énormément. Moi, j'avais un ami qui était un ancien patron de Microsoft en France. Et j'étais en contact avec lui. Il était aussi investisseur au moment où je l'étais. Et j'étais en contact avec lui, etc. Il répondait toujours du tac au tac, à n'importe quelle heure, n'importe quel truc, il répondait. Et un jour, je lui envoie un message, ça répond pas, je dis c'est bizarre, c'est pas son genre. Je lui envoie un message à son collègue, on me dit il a des problèmes de santé, je lui dirai de te rappeler. 6 mois plus tard, il est revenu. Il me dit je viens de ressortir de l'hôpital, ça fait 6 mois j'ai fait un burn-out, en gros son cerveau a claqué, il était en dépression totale, sa famille, il ne pouvait plus parler à sa famille, plus parler à ses enfants, catastrophe, etc. Et ça en fait, ce genre de situation-là, ça arrive très, très, très souvent. Et il n'y a pas de publicité sur ça, parce que les hôpitaux ne sont pas en train de faire la publicité et regarder le nombre de patients qu'on a de burn-out. D'accord? Personne n'a intérêt à ce que ça soit publié.
Mais en fait, cette explosion-là, parce que justement, on a trop d'informations, tac, 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 on a le truc, le réseau social, le WhatsApp, le ci, le ça, les SMS, le ça, blablabla, les coups de fil au milieu, et ça, et j'en ai l'impression qu'on a l'impression d'être très occupé, et de faire plein de business, et de faire plein de choses, et à la fin, on finit le reste de la journée. T'as fait quoi aujourd'hui? Rien. Voilà. En général, c'est comme ça. Et pourtant, on a plein d'infos. Donc ça, voilà, ça c'est quelque chose. Il faut se dire que le cerveau aussi, il ne tient pas. D'accord? C'est pas fait pour. Et un autre point, c'est que le fait que les gens, aujourd'hui, veulent toujours avoir l'information tout de suite. D'accord? Veulent toujours avoir, j'ai besoin de chercher un bus, tout de suite, il faut que je sache quel bus je dois prendre. J'ai besoin d'avoir un taxi, j'ai besoin qu'il arrive tout de suite. J'ai besoin de tout de suite. Et en fait, le concept des smartphones, c'est ça. En fait, on se dit, tiens, ça me permet d'avoir les choses tout de suite, d'accord? Mais cette chose-là fait qu'on n'a pas le temps de prendre du recul nous-mêmes. Si on nous pose une question maintenant sur une information, ça peut être une information de culture générale, ou ça peut être une information philosophique. Qu'est-ce que tu penses de tel sujet, etc. En général, ce qu'on fait, on va le tweeter, on va le googler, le mettre sur Google. On va aller chercher vite l'information, etc. Au lieu de se dire, tiens, je vais réfléchir un peu. D'accord? On peut avoir la même chose d'ailleurs dans la Torah. Si on a des bases de données de Torah, moi j'ai des trucs comme ça, et tout, à un moment j'avais le réflexe d'aller toujours chercher, alors qu'en fait, il faut chercher, il faut bien réfléchir. Donc en fait, on veut tout de suite. Donc en fait, on ne réfléchit plus, etc., etc. Il y a un autre problème qui s'appelle le FOMO. FOMO, ça veut dire Fear of Missing Out. La peur de passer à côté de quelque chose. Ça, c'est humain. On a peur que nos copains sont en train de faire un gros kiff au resto sans qu'on le sache. On a peur qu'il soit passé un événement et on n'est pas au courant. On a peur. Et en fait, les réseaux sociaux fonctionnent avec ça. Je ne sais pas, aujourd'hui, ça fait maintenant 12 ans que je n'ai pas mis les pieds sur Facebook. J'ai quitté en 2012. Et à l'époque, ce qui se passait, c'est quand quelqu'un nous mettait sur une photo, disait qu'on était sur une photo, on recevait un message en disant « Quelqu'un vous a tagué sur la photo ». C'est toujours comme ça. Voilà, vous a tagué sur la photo. Et on ne nous donnait pas la photo, donc il fallait cliquer et aller voir la photo, parce que nous, on est curieux, on veut savoir c'est quoi la photo sur laquelle je suis, etc. Donc tous ces trucs-là font qu'on a toujours peur de passer à côté de quelque chose. Et pourquoi est-ce qu'on a cette peur-là? C'est qu'en fait, on a toujours l'impression qu'il y a mieux dehors. C'est-à-dire, là, réfléchissez bien à ce que je suis en train de vous dire. C'est qu'en fait, on a l'impression que quand on a un problème, en fait, à l'extérieur se trouve notre problème. C'est que, par exemple, il y a des gens qui, par exemple, se retrouvent avec leur femme et ont 2 enfants, d'accord? Et ils sont à la maison et ils sont là sur leur téléphone en permanence en train de regarder des trucs. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils pensent, comme ils s'ennuient, comme leur vie est un peu pépère, etc., ils cherchent à voir à l'extérieur. Et en fait, l'erreur, c'est de croire que c'est à l'extérieur qu'il se passe quelque chose. Parce qu'à l'extérieur, il ne se passe pas grand-chose. En fait, ce qui se passe à l'extérieur, ce qu'on nous montre en tout cas, c'est une vie qui n'existe pas. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez un jour, j'étais à côté de chez moi, et j'ai vu une jeune fille marcher dans la rue. Je ne regarde pas les jeunes filles en général, mais elle m'a fait vraiment, je vous dis vraiment, elle m'a fait voir cette scène-là, parce que c'était impressionnant. Elle était comme ça dans la rue, et elle était comme ça en train de marcher, en mode déprimé, mais à un point inimaginable. Et vraiment, c'est-à-dire qu'on sentait qu'elle venait avoir un gros problème, etc. Et à un moment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort son téléphone, elle se coiffe, elle fait un grand sourire, et elle se met en photo. Elle se prend en photo, et elle range son téléphone, et elle refait sa tête d'enterrement. Alors là, j'ai imaginé, j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer là? La fille, elle n'est pas bien. Comme beaucoup de gens. D'accord? La vie n'est pas facile. D'accord? On peut avoir des problèmes, on peut avoir des ci, on peut avoir... La vie n'est pas facile. Elle est en train maintenant d'envoyer un message à ses copines qui voient qu'elle est super heureuse. Donc les copines, elles voient qu'elle est super heureuse, et les copines, elles sont en train de se dire, mais moi, je ne suis pas super heureuse. Donc en fait, vous avez vous voyez sur les réseaux sociaux, vous voyez uniquement des gens qui se postent heureux, ou qui se postent, ou le mari et la femme ensemble en vacances. En général, à l'époque où j'étais sur Facebook, on rigolait avec certaines personnes du Kirou, des rabbinim, etc., qui étaient dessus. On disait, quand il y a un couple qui se met en photo, on attend le coup de fil, le problème de Shalom Bayit qui arrive quelques semaines après. En général, c'est qu'en fait, on veut, quand il y a un couple qui se met en photo, il veut montrer à tout le monde son couple, c'est qu'il veut ce qu'on appelle une validation sociale. Validation sociale, c'est-à-dire, il veut que le monde dise « Ah, vous allez bien ensemble ». Attends, tu ne peux pas décider tout seul si tu vas bien ensemble? Mais non, je ne peux pas décider parce que je n'ai pas le temps de le regarder, la personne. Moi, je suis sur mon téléphone. Donc, je veux que les autres me le disent.
Ou alors, j'ai un petit problème, etc., etc. Et donc, en fait, sur Internet, on voit donc des gens qui passent toujours des vacances magnifiques, des gens qui sont champions de tout, qui sont des super guitaristes, qui sont des super... moi, j'ai un ami, il est champion du monde de roller. Il a sauté de la Tour Eiffel en roller. D'accord. Ty Chris, il s'appelle. Et ça va voir le monde. Et moi, je le connais. Je le connais bien, d'accord. Je peux vous dire que sa vie de tous les jours, elle n'est pas facile. Et les gens disent, ouais, quel champion, ouais, le champion du monde, un truc. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde où tout le monde est champion, tout le monde est fort, tout le monde sourit, voilà, tout le monde a l'air beau et tout. Alors qu'en fait, c'est pas ça la vraie réalité. Donc en fait, on se retrouve dans un monde où on voit des gens qui ont tous l'air heureux. on lit l'actualité business, d'accord ? On lit l'actualité des startups. On a l'impression que tout le monde est riche, que toutes les startups cartonnent, que toutes les startups lèvent des fonds, que tous les entrepreneurs sont heureux et qui vivent des trucs. Moi, je vous dis, j'étais actionnaire de centaines de boîtes, et je suis encore associé de plusieurs. D'accord ? La vie d'entrepreneur, c'est une des vies les plus difficiles qui existent au monde. C'est les gens pleurent. Et les entrepreneurs qui sont venus en pleurant. Il y en a un qui est venu un jour, il me dit, je viens te voir en Israël, il faut que je te voie. Il arrive avec des lunettes noires. Il enlève ses lunettes. Il était les yeux rouges avec des pleurs, des larmes qui étaient comme ça. Ils avaient des sous. Alors que la boîte, alors il était une star, lui, en France. On le voyait dans les journaux, on voyait dans les trucs, etc. Non, il avait des problèmes avec ses associés, il avait des problèmes avec ses employés, des problèmes avec sa femme, des problèmes avec trucs. Il s'était endetté à titre personnel, il ne peut pas rendre sa dette. Il y a plein de trucs. Mais dans la presse, tout le monde est riche, tout le monde cartonne, tout le monde est Mark Zuckerberg, etc., etc. Et même Mark Zuckerberg, on croit qu'il va bien, etc. Je peux vous dire qu'il a plein de problèmes. Et donc, en fait, le fait de voir un monde où tout le monde a l'air de réussir, ben, on n'est donc pas satisfait, nous. Puisqu'on voit ça, et on voit notre vie. On dit, non, mince, j'ai pas réussi à faire une boîte comme ça, et j'ai pas réussi à devenir riche comme lui, et j'ai pas réussi à devenir une star, un guitariste comme l'autre, etc. Un jour, j'ai donné une conférence qui ressemble à Tel Aviv, à des musiciens. Ils m'ont dit, tu sais, quand on était musiciens avant, qui est YouTube et tout, on était heureux, on était bien, on jouait, c'était notre hobby, etc. Aujourd'hui, on n'arrive plus à vivre sans aller voir le nombre de vues qu'on a en permanence sur YouTube. On passe notre temps à aller voir si notre copain a eu plus que nous, si on a des trucs, etc., etc. On n'arrive plus à être heureux, on n'arrive plus à rien faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce sentiment de compétition et ce sentiment que tout le monde est une star, etc. Mais quand on connaît les gens vraiment, moi je vous dis, le fait d'être le rabbin de la high-tech, un peu comme ça qu'on m'a appelé, le rabbin de la high-tech, c'est que les non-juifs, les chrétiens, les trucs, etc., ils viennent se confier à moi. Et je vous dis, les gens ont des problèmes qu'on ne peut même pas imaginer. D'ailleurs, les rabbinim sont bien placés pour connaître, pour voir les problèmes qu'ont les gens. C'est sans fin, les problèmes. Et ce monde-là, on voit donc quelque chose qui n'existe pas. L'autre chose qu'on nous fait croire, c'est que le monde va vite. On nous fait croire que le monde va vite, et donc il faut être au courant des choses très vite. Un jour, j'ai donné cette conférence à un groupe de jeunes, et il y a une jeune fille qui me dit « Monsieur, mais regardez, je cherche du travail. Si j'envoie un message et qu'on me répond, et je ne suis pas devant mon ordinateur à ce moment-là, ou je ne suis pas devant mon smartphone, on va pouvoir donner mon emploi à quelqu'un d'autre. » Et là, je lui ai expliqué. Alors ça, c'est penser que les entreprises vont vite. Les entreprises ne vont pas vite. Elles mettent du temps à recruter, elles mettent du temps à sélectionner. Elles sont très contentes quand tu ne réponds pas aux mails tout de suite. Ça veut dire que tu n'es pas un blaireau qui attend devant son écran, etc., etc. Il y a le temps. Les choses se passent, prennent du temps. Et vous prenez l'actualité d'aujourd'hui et vous prenez l'actualité d'il y a un mois, en Israël en tout cas, il n'y a aucune différence. Il ne s'est rien passé. On cherche toujours les otages. Il y a toujours, malheureusement, des soldats qui sont tués. Il y a toujours la guerre. Il y a toujours si. On dit encore, mais vous voyez, c'est les mêmes titres. Les titres, c'est on essaye de faire un arrangement avec le Hamas. On essaie de faire ça. Mais qu'est-ce que tu as besoin de me dire ? C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Il ne se passe rien. Et donc, mais ces réseaux sociaux, les médias, etc., veulent nous faire croire qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Toujours, qu'il soit toujours urgent, etc. Combien de temps vous me donnez encore ? Ah, pas de montre ? Ok. Je sais pas, peut-être qu'ils en ont. Il y a le sujet de l'influence. On ne se rend pas compte, mais évidemment, on est influencé par notre entourage. D'accord ? Le Rambam dit comme ça, dans Ilchot Deot, Der briato shel Adam,
Liot nimshar bedotav umaasav acharea vechaverav. La nature de l'homme est d'être attiré dans ses pensées et ses actions après son prochain et ses amis. Venoeg beminag anshe beninato. Et il vit de la manière dont vivent les gens de son pays. Les fichach, sarich adam leitraber la tzadikim, velitchev esel chachamim tamid. C'est pour cela que les hommes doivent toujours être avec des tzadikim et avec des chachamim et des sages. Kadesh ilmon mimaasem, pour qu'ils puissent apprendre de ses actes, de leurs actes. Veitrachek min hareshaim aolchim bachosher, kadesh elo ilmon mimaasem, et s'éloigner des méchants, des mauvais, qui vont dans l'obscurité. Alors, après le Rambam, il continue, il dit si il y a une ville où il n'y a pas de tzadikim, on doit aller dans une autre ville où il y a des tzadikim, et si on n'a aucune, il vaut mieux vivre seul. D'accord ? Ça veut dire mieux vaut être seul que mal accompagné. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on vit, on parle, on s'habille, on réagit en fonction des gens que l'on côtoie. D'accord ? En fonction des gens que l'on côtoie. Donc là, maintenant, Baruch Hashem, vous êtes à la yeshiva, là, vous êtes en train de vous passer des idées, passer des manières de vivre, passer des manières de rire. Moi, j'ai des amis, j'ai 3 copains, ils rient de la même manière, le même rire. Ils étaient en classe depuis petit ensemble, la même manière. Bon, c'est un exemple, mais vous êtes ensemble. Maintenant, si on est connecté aux réseaux sociaux, avec qui on vit du matin au soir ? On vit avec Mahmoud de Barbès, avec le Chinois qui est en train de mettre ses couches pendant de jouer à son jeu vidéo, et avec l'Indien, avec ci, avec ça, avec tout le monde entier. Avec le monde entier. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de vivre avec la poubelle du monde. On vit avec tout ça. Et on croit qu'on ne va pas être influencé par ça. On croit que nous, non. Alors, il y a plein de gens qui disent « Ouais, moi, je suis sur Internet, je fais du kirouv. » D'accord ? Il y a beaucoup de gens qui font ça, d'accord ? Il y a certains rabbinim, ils sont sur Instagram, ils sont sur trucs, etc. Je ne juge pas, d'accord ? Moi, pardon. Ça veut dire, ils vont essayer, kirouv, c'est le fait d'aller attirer les gens au judaïsme, d'accord ? Donc effectivement, par exemple, il y a des sites comme Torah Box, etc., qui vont aller dans les réseaux sociaux, qui vont se plonger dedans, pour aller essayer d'aller chercher, etc. Il y a Rav Steinman qui disait que pour aller aider les gens, pour aller sauver les juifs, il faut même rentrer dans une poubelle, il faut rentrer dans une poubelle. Mais le gros problème quand on se retrouve là-dedans, et moi je me suis retrouvé dans ce problème-là, moi j'étais jusqu'à il y a 3 mois, j'étais encore sur Twitter, et j'avais 40 000, 30 000 followers, je crois, c'est quelque chose comme ça. Et à un moment, je me suis dit, non, mais attends, je ne suis pas en train maintenant d'aider les gens à penser différemment, je suis en train, moi, de penser différemment avec ce que je suis en train de regarder. Et à un moment, en fait, sur Twitter, on pouvait ne suivre personne. Donc on pouvait poster, les gens nous suivaient, on pouvait suivre personne. Mais Elon Musk, il est très fort, il nous a mis un algorithme qui fait qu'on avait de l'information qu'on n'a pas demandé. Donc j'étais obligé de voir ce qui se passait là-dedans. J'ai dit, je quitte, au revoir. J'ai quitté, j'ai fait un message d'annonce, c'était il y a 3 mois, en disant je quitte. Les gens ont dit ah, comment tu peux partir, c'est le moment, c'est la guerre, il faut dire la vérité au monde, que l'Israël a raison. Alors moi j'ai dit une chose, j'ai dit regarde, il y a des milliards de gens sur Terre qui sont contre nous. Maintenant tu vas aller convaincre 10 personnes, tu peux être content, mais ça n'a pas changé grand-chose, tu n'as pas influencé le monde. Par contre moi maintenant, être là-dedans et être plongé dans cette bouillabaisse-là, je suis en train de me faire influencer. Moi-même, je vais penser différemment, etc. Et je ne veux pas être influencé. Donc voilà, on reste à Bnei Brak, on continue à voir les gens de Bnei Brak. Ce que je veux vous expliquer, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point on est influencé par ce qu'on voit, par ce qu'on vit, etc. Et beaucoup de sociétés de l'Internet ont des vraies missions, d'accord ? Des vraies missions, je ne vais pas les citer, mais certains trouveront. Il y a des missions qui sont là pour nous faire changer d'état d'esprit sur certains sujets, d'accord ? Sur certains sujets. Quelque chose aussi qui est important, c'est le fait de faire partie de groupes. On nous fait toujours, on fait en sorte à ce qu'on fasse partie de groupes, les Facebook groups, les groupes WhatsApp, les groupes, d'accord ? C'est quoi les groupes ? Les groupes, en fait, on se sent moins seul en faisant partie d'un groupe. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'en se faisant partie d'un groupe, on n'arrive plus à réfléchir seul. C'est-à-dire que si, par exemple, je m'inscris à un groupe de végétariens, en général, je deviens un gaucho. D'accord ? Je deviens un gaucho. Pourquoi ? Je vais devenir un peu bobo, je vais devenir un peu je vais me faire influencer par ce genre de gens qui, en général, préfèrent les animaux aux hommes. Donc, je vais devenir un peu haineux envers les hommes, etc., etc. Je fais une généralité, mais c'est vraiment la masse à qui ça va arriver. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je fais partie d'un groupe. Le peuple juif, on est un peuple qui a la première génération. Donc, on a Yaakov,
Première génération, on est déjà 12 tribus. 12 tribus, direct, 12 enfants, 12 tribus. Ça veut dire quoi, 12 tribus? C'est-à-dire qu'en fait, on avait chacun des enfants de Yaakov avait sa particularité. Chacun, c'est-à-dire qu'il n'était, Binyamin et Shimon n'étaient pas du tout pareils. Yehuda et Réhouven n'étaient pas du tout pareils. De la même manière, chacun d'entre nous, on n'est pas du tout pareil. On n'est pas du tout pareil. Pour ça que d'ailleurs qu'on a des visages différents, d'accord? C'est la Gemara qui le dit, c'est si on a des visages différents, parce qu'on a tous en fait une c'est pas la Gemara qui le dit, par Soufim Shonim, arabe, qui dit par Soufim Shonim. C'est Gemara. Voilà. Donc on a, de la même manière qu'on a des visages différents, notre d'ATM, personnalité change, d'accord? Donc on a un programme qui est différent à l'intérieur de nous. Et ça, en fait, tout ça, les Facebook et les trucs, etc., sont là pour nous faire oublier, en fait, nos particularités. Ça ne les intéresse pas d'avoir un mec un peu spécial. Eux, ils veulent vendre des groupes à des annonceurs. Ils veulent vendre 100 000 mecs qui pensent vegan, d'accord? 100 000, je dis 100 millions, d'accord? Ou 50 millions de gens qui pensent vegan. 100 trucs, etc. Et donc, nous, on est là et on doit pouvoir sortir, en fait, de ces choses-là. Je vais passer. On a l'une des particularités qu'on voit quand Bilam se retrouve devant le campement du peuple juif et veut les maudire. Au final, qu'est-ce qu'il fait? Il les bénit. Il dit Matovu alecha Yaakov, Mishkantera Israël. C'était quoi en fait cette bracha? Quelles sont belles tes tentes, Yaakov, ton campement Israël? C'était quoi en fait? C'est qu'en fait, les tentes n'étaient pas l'une en face de l'autre. Les portes des tentes, d'accord? Donc il y avait les tentes, les campements, et les portes ne se voyaient pas une en face de l'autre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens avaient ce qu'on appelle aujourd'hui la vie privée. D'accord? C'est-à-dire que quand quelqu'un avait sa vie à la maison, le voisin n'était pas au courant de ce qui se passe chez lui. Bilam, quand il voit le campement d'Israël, c'était ça la particularité du peuple juif. Tu vis chez toi, tu ne le montres pas à l'extérieur. Tu ne montres pas ce que ta femme t'a fait à manger, tu ne montres pas comment tu aimes ta femme, tu ne montres pas comment tes enfants ils sont en train de grandir, ils sont en train de faire leurs premiers pas. Tu n'es pas obligé de poster ta demande sur Instagram, etc., etc., etc. C'est pas ça. On a une vie privée. Et ça, c'est une particularité. C'est quoi une vie privée? C'est une vie qu'on construit tout seul. C'est une vie qu'on construit tout seul en fonction de nos idées, en fonction de nos objectifs. On n'a pas besoin d'avoir l'opinion de quelqu'un d'autre. Si maintenant je me marie avec une femme et je la trouve belle, je n'ai pas besoin que mes copains me disent qu'elle est belle, d'accord? Même si la Gemara le dit qu'il faut le dire qu'elle est belle. mais en tout cas, moi, il faut que j'arrive à me créer tout seul, à créer ça tout seul. Et justement, les réseaux sociaux font tout pour qu'au final, on poste tout ce qu'on est en train de faire. Et voilà. Il y a aussi une autre chose, c'est que les traces que l'on laisse sur Internet, d'accord, les gens qui ont fait des bêtises sur Internet, d'accord, à votre âge, un peu plus jeune, etc., il faut savoir que tout ça, ça reste, d'accord? Si vous n'effacez pas votre compte, c'est un gros boulot d'effacer ses comptes, etc., comme il faut, si vous avez effacé le compte et vous avez fait des bêtises, vous avez des photos, sachez que dans 20 ans, votre fils, il va tomber dessus. Et quand vous allez dire à ton fils, mais fais attention, travaille bien à l'école, il dit, regarde, t'es avec ta bière, papa, regarde, t'es par terre, ou tes trucs, etc. Moi, j'ai donné ce cours au séminaire, je crois que c'était La Source, à Jérusalem. Et il y a une jeune fille qui est venue et qui m'a dit, regardez, j'ai fait tchouva. Et avant de faire tchouva, j'étais pas super sur Internet et j'ai perdu mon mot de passe Instagram. C'est la catastrophe, je suis en train de rater tous mes shidduchim, mes photos, il suffit de taper mon nom, on voit ma photo, etc., etc. Aidez-moi. Bon, Baruch Hashem, on a réussi, avec des gens chez Facebook, à lui retirer son compte. Ils sont tous partis chez Facebook, ces gens-là. Mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose qui reste, d'accord? Donc, il faut faire très, très attention à ce qu'on fait, etc. Parce que, voilà, nos enfants, dans 20 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, ils vont voir ça et on va avoir un peu de mal à justifier sur la manière dont on a vécu. Donc, tout ce qu'on a posté, etc., etc. Donc, voilà. Après, bon, il y a plein d'autres choses, mais pour finir, on est donc, en fait, face à une machine, d'accord, qui est une machine qui est faite pour nous voler notre vie, d'accord? C'est-à-dire que, d'ailleurs, l'objectif de Facebook, sur quoi ils investissent énormément, c'est les lunettes 3D, les MetaQuest, d'accord? Vous avez entendu parler. Le but, c'est qu'en fait, on ne soit plus en train de faire scroller, on ait des lunettes, et qu'on soit en permanence en train de parler avec plein de gens dans le monde entier, etc. Et là, vous avez de la pub là, etc.
C'est quoi? C'est qu'en fait, donc, ces objectifs de ces gens-là, c'est d'arriver à faire en sorte à ce qu'on soit toujours dans leur écosystème. Et ça, en fait, donc ça fait que, justement, on est juste en train d'enlever notre âme. C'est-à-dire, on est juste en train de faire en sorte à ce que l'on soit plus sans aucun vrai projet de vie, sans aucune vraie énergie, sans aucune opinion vraiment personnelle, etc. Et voilà. Donc, bon, j'ai plusieurs autres sujets dont je peux vous parler. Le sujet du lachon hara, on ne se rend pas compte quand on poste des choses qu'on peut dire du lachon hara. Le fait de voler quand on travaille dans une société, on est payé à l'heure et qu'on passe la moitié du temps sur son WhatsApp à envoyer des messages personnels, etc. Ça s'appelle du vol, clair et net. D'accord? Et là, je ne vous ai même pas parlé des mauvais contenus qui sont sur Internet, parce que ça, voilà, c'est déjà quelque chose de grand. Donc en fait, maintenant, les gens qui vont dire, bah attends, donc c'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est si possible, sortir du maximum de services qu'on peut avoir sur Internet. C'est-à-dire utiliser uniquement les services qui sont indispensables. Ça peut être le mail, ça peut être Wikipédia, ça peut être quelques petits services simples. Les réseaux sociaux, absolument pas. Aucun réseau social n'est bon. Aucun réseau social, même LinkedIn aujourd'hui, c'est devenu une vraie machine à... Moi, j'ai un statut sur LinkedIn, je suis influenceur. Influenceur, c'est quoi? On m'a donné un tampon sur LinkedIn. Et genre, je poste quelque chose, je suis en première page. D'accord? Tout le monde me voit, j'ai genre 1000, 10 000, 50 000, 60 000 vues de chaque chose que je passe. Mais à l'époque, quand on avait ça, quand ça avait commencé, LinkedIn était un réseau professionnel. Aujourd'hui, c'est plus ça. Les gens se posent des choses, posent des trucs personnels, etc., etc. Pareil, donc là, je n'utilise même plus, justement pour ces mêmes raisons. Donc en fait, voilà, essayer de sortir le maximum des réseaux sociaux. Si on peut ne pas avoir de téléphone avec Internet, c'est le mieux. Si on a besoin obligatoirement d'Internet, ne pas l'avoir sur son téléphone, mais l'avoir sur son ordinateur, d'avoir un Mac, un truc, etc. Filtré, avec un vrai filtre, d'accord? Pas un truc le plus basique, parce que ça ne protège pas. Ici, au Hachem, en Israël, il y a des filtres qui sont très très forts. Il y a des gens comme Netfree ou des choses comme ça, qui permettent vraiment de ne pas voir de choses mauvaises. Mais ça peut rester addictif si on continue à avoir des sites d'actualité ou des choses, etc. L'addiction n'est pas baissée. Et voilà. Et WhatsApp, moi j'ai quitté WhatsApp il y a 8 ans. Parce que pareil, c'est quelque chose qui te dérange. D'accord? En fait, moi je ne veux pas être interrompu à n'importe quel moment. D'accord? Même les SMS, c'est pour moi déjà trop. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, le but, en fait, moi je pense que la plus grande fortune que j'ai, d'accord, aujourd'hui, c'est le fait de contrôler mon temps. Et je pense que c'est ça la vraie fortune des gens. D'accord? Quand ils arrivent à pouvoir contrôler leur temps, c'est-à-dire ne pas être à la merci de telle personne. Moi, je me rappelle quand j'avais WhatsApp, je ne vais pas dire qui je suis filmé, mais un membre de ma famille me disait bon, t'es bien rentré, etc. Pourquoi tu ne me réponds pas? Ah, j'ai vu que tu as vu mon message, mais pourquoi tu n'as pas répondu? Mais pourquoi qu'est-ce que tu m'en veux? Etc. Oh là là, mais on se calme, ça va, je ne suis pas obligé de rester devant mon téléphone, etc. Je vois que les gens aussi se disputent énormément, beaucoup plus sur WhatsApp. Nous, on a un Vatbait, donc les voisins, ils sont sur WhatsApp. Quand ils sont sur WhatsApp, ils se disputent, alors que quand ils se voient en vrai, ils sont tous contents, ils sont tous bien et tout, nanana. Mais sur WhatsApp, on se lâche, quoi, on est devant un écran. Donc, moi, pour moi, voilà, j'ai quitté. Les gens me disent, mais comment tu fais pour vivre sans WhatsApp et tout? Je fais, bon, il n'y a aucun problème de vivre sans WhatsApp. La seule chose que j'ai, c'est le mail. Et je le consulte pas quand je suis à la yeshiva, je le consulte uniquement quand je suis chez moi, je passe un petit peu. Et aujourd'hui, j'ai pas vraiment de choses urgentes non plus, donc voilà, en général, il n'y a pas besoin de consulter les mails. Voilà, c'est ce genre de choses. Juste une petite question. Vous avez dit que la richesse, elle sert à rien. Et par exemple, quelqu'un qui est riche, il est plus apte à faire du chesed. Et même au-delà de ça, aujourd'hui, je vous apprends rien si je vous dis que les gens les plus riches, c'est eux qui ont le pouvoir dans le monde. Aujourd'hui, les plus riches, c'est pas forcément des religieux, tout ça. Mm-hmm. Et si, par exemple, il y avait des religieux qui seraient les plus riches du monde, ça améliorerait beaucoup de choses. Par exemple, même, qu'est-ce que je prends par exemple au niveau du pouvoir, c'est par exemple l'État d'Israël, même par exemple donner à Israël pour l'armée, etc. Vous en pensez quoi? Non, regarde, le chesed, tu le fais avec l'argent que tu as. D'accord? Donc en fait, tu n'as pas besoin d'être riche pour faire du chesed. Quelqu'un qui gagne 20 000 shekels ou 10 000 shekels, s'il donne son maaser, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait son chesed. Celui qui a des milliards, je peux te dire, les gens autour de moi qui ont des milliards, ils ne donnent pas beaucoup d'argent. D'accord? Surtout en Europe. Aux États-Unis, ils donnent. D'accord? Ils donnent, c'est leur kiff, ils donnent.
Mais les riches ne donnent pas autant qu'on peut l'imaginer. Maintenant, je dis, tu ne peux pas en fait avoir un objectif de dire je vais devenir riche pour faire du chesed. D'accord? Parce que le chesed, tu peux le faire sans argent. Tu vas maintenant à l'hôpital, tu vas à Choix, tu vas voir des vieux, tu vas aller passer un peu de temps avec eux, tu vas discuter avec eux, avec ton sourire, tu as l'air très souriant, d'accord? Tu veux aller leur faire du chesed plus que si tu fais un don de 50 000 shekels à Ezer Mitzion. D'accord? Pourquoi? Parce que ça s'appelle le chesed, ce n'est pas uniquement avec l'argent. Maintenant, si par hasard, tu deviens riche, je dis par hasard parce que, comme j'ai expliqué, ce n'est pas parce que tu veux l'être que tu le seras, d'accord? Si par hasard, tu deviens riche, à ce moment-là, tu pourras te poser des questions avec cet argent, etc. Mais tout le monde va te sauter dessus, etc. Et tu verras que même quand il sera riche, tu ne pourras pas donner à tout le monde, d'accord? Vous êtes bien placé, Rav Samuel. Les gens disent on a déjà donné, n'est-ce pas? Donc voilà. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu vois, c'est pas riche, c'est pas mal. Mais riche, ça peut pas être un objectif parce que c'est pas toi qui le décide. Il y a la Gemara qui dit qu'avant la naissance, on amène le fœtus devant Dieu et on lui pose 3 questions. On lui demande est-ce qu'il va être riche ou pauvre, est-ce qu'il va être intelligent ou bête, est-ce qu'il va être fort ou faible. D'accord? Et on dit pourquoi on ne demande pas tzadik ou racha? Kol bidei shamaim, chutz mirat shamaim. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas fixé. Mais la fortune, elle est fixée. Et d'ailleurs, il faut voir, hein, la question est-ce qu'on est riche ou pauvre et intelligent ou bête sont 2 questions différentes. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être bête et riche et intelligent et pauvre. D'accord? C'est important de se rendre compte de comment les questions sont faites. Mais ce que je veux dire, c'est que donc, c'est un coup de chance. D'accord? C'est un coup de chance. Un coup de chance ou de malchance, d'ailleurs. On dit que la plus grande épreuve, c'est la richesse. C'est une des plus grandes épreuves. Une question. Nous, on est dans l'âge où on va faire peut-être des études, etc. J'ai dit que c'est pas bien d'avoir Internet. On aimerait bien ne pas avoir. Mais par exemple, je dis un exemple concret. On sait des personnes qui sont en médecine, première année. Il y a des groupes, vous savez, sur Messenger, Facebook, etc. Il y a des groupes de la fac où on a toutes les activités. On a besoin d'être au courant des choses. Imaginons l'examen, il est déplacé au lendemain, on va venir, il y aura. Si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Mais ça juste dans quel état d'esprit tu dois être vis-à-vis de ça. Ça, je fais attention à ne pas tomber dans le piège de t'inscrire aussi au groupe des fans de science-fiction et au groupe de c'est pas quoi et au groupe de c'est pas quoi. Et à la fin, tu te retrouves avec ton truc qui t'intéresse, qui représente 2% de ton temps. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis là pour vous avertir des problèmes, d'accord? Après, tu le fais en fonction de ce que tu as besoin de faire. Donc, je dis pas, il n'y a pas Internet. Moi, j'ai Internet. J'ai Internet à la maison. Enfin, pas à la maison, mais dans mon bureau, collé à la maison. J'ai Netflix, je consulte mes mails, etc. Quand je suis à l'Yeshiva, je ne consulte pas. Et j'ai pas de WhatsApp, j'ai pas de groupe, j'ai pas de site, etc. Je vite le maximum de newsletters, etc. Alors, ok, on sait que du coup, les réseaux sociaux c'est néfaste et tout pour nous, mais c'est quoi la première étape pour accéder? Enfin, comment on fait pour vraiment faire en sorte de supprimer les réseaux sociaux de la vie c'est quoi la première étape à faire? Regarde, c'est pas une première étape, c'est la première et la dernière, c'est de l'effacer complètement. De dire et d'annoncer publiquement au revoir. De le dire, d'accord? Je l'ai fait quand je suis quitté Facebook, je l'ai fait quand j'ai quitté Twitter. Parce qu'après, tu as l'air bête quand tu reviens. Tu dis voilà, j'ai fait un constat, je ne sais pas bien ce qui se fait. Et tu vas voir comment les gens vont tout te dire oui, on sait que c'est toi qui as raison, nous aussi on veut, etc. Non, en 2012, je vous dis, en 2012, c'était moins machiavélique qu'aujourd'hui, hein. Mais c'était déjà problématique. Les gens me disaient on sait que c'est toi qui as raison, un jour on fera pareil, mais on n'y arrive pas. Donc le fait, tu l'annonces, tu fermes le compte, et tu t'en vas et tu vas voir le bonheur que ça sera. Le bonheur, le temps que tu auras. Alors maintenant, il va falloir que tu le remplisses ton temps, d'accord? Il ne va pas, voilà, il va falloir que tu remplisses, tu vas avec ton limoud, avec, ça peut être une parnassa ou des études, n'importe quoi, mais tu dois remplir ton temps. Si après tu t'ennuies, effectivement, tu vas retomber dedans très 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 vite. Mais Baruch Hashem, il y a plein de choses à faire sur Terre. Surtout là, on est là, et déjà apprenez tout ça, vous en avez pour 120 ans. D'accord. Mais donc c'est ça en fait, vraiment partir en mode à la hache quoi. C'est comme ça que j'ai fait, Baruch Hashem, ça s'est très très bien passé. Et les gens, on peut voir, les gens sur Twitter, ils me répondaient tu n'y arriveras pas, tout va arriver dans 2 semaines, etc. Je fais, voilà, ça fait 3 mois, je ne compte pas du tout me remettre. Je l'ai bloqué sur mon routeur Twitter, pour plus pouvoir y accéder. Je ne peux plus y accéder, point, je ne sais même pas ce qui se passe, ça ne m'intéresse pas. Voilà. D'autres questions? Quand vous dites qu'il faut tout supprimer, alors j'ai l'impression que, bien sûr, c'est le mieux de ce qui est à faire pour nous, mais vous restez quand même, on va dire, à la page des dernières actualités qu'il pourrait y avoir. Alors, on va dire, c'est quoi la solution pour, on va dire, tout supprimer et, on va dire, arriver à se déconnecter complètement de tout ça
mais réussir à garder, on va dire, ce qui est le plus utile. Hmm. Vous parlez d'une nouvelle qui s'est passée il y a 4 jours sur Facebook, ou les dernières lunettes, des trucs comme ça. Ouais. C'est pas ce qu'on verrait sur. C'est dans la high-tech que tu parles particulièrement? Parce que moi, la politique, par exemple, ça ne m'intéresse pas. D'accord, donc je ne sais pas ce qui se passe, ça ne m'intéresse pas. Et on a voulu que je sois Khaver Knesset. Avant, aussi Taïeb, c'était moi qui devais être le député chasse, il faut savoir, de français. J'ai refusé. La politique, ça ne m'intéresse pas. Le sport ne m'intéresse pas, etc. La seule chose qui m'intéresse, c'est les innovations. D'accord? Donc, j'ai un site qui s'appelle TechMeme, TECHMEME.com, où tu as sur une seule page toutes les informations les plus importantes du jour. Nekuda, je vois ça, je sais exactement ce qui s'est passé, j'ai les résultats, j'ai les trucs, etc., etc. Rien d'autre, je vais rien voir d'autre. Donc, Ça vous réussissez quand même à complètement filtrer de bêtises. bah ouais, enfin là-dedans il peut y avoir des bêtises, mais c'est plus business, c'est-à-dire que c'est les gens qui travaillent dans la tech qui disent ce que font les autres dans la tech. Il y a quelque chose que je fais, je ne sais pas si tu connais un peu le développement, mais il y a un service qui s'appelle GitHub. Où en fait, quand on code, les gens mettent quand ils mettent leur logiciel, ils le mettent en open source sur GitHub. C'est une plateforme qui appartient aujourd'hui à Microsoft. Et il y a un moyen de voir sur GitHub quels sont les programmes les plus téléchargés au cours des dernières 24 heures, dernières semaines et derniers mois. Ça, c'est quelque chose aussi que je consulte pour voir un peu les trends, pour voir un peu vers quoi on va, qu'est-ce qui intéresse les gens en ce moment, etc. En ce moment, c'est l'intelligence artificielle qui est complètement... voilà, tout le monde parle que de ça et c'est en train de faire beaucoup de choses. Et moi, j'ai besoin de prendre le recul et de voir effectivement qu'est-ce qui peut être bien, pas bien en intelligence artificielle, en quoi ça va pouvoir améliorer notre vie, pas améliorer notre vie, etc., etc. Donc voilà, c'est comme ça que je fais les choses. Mais ça me prend 5 minutes par jour, quoi. Voilà, pas plus. Et je suis au courant de tout. Je suis au courant de tout ce que les gens ont besoin. Il y a un autre service qui s'appelle Product Hunt, pareil, qui est un service où il y a tous les nouveaux services qui sortent dans la high-tech tous les jours. Mais ça, je ne le consulte pas parce qu'il y en a trop qui sortent. Mais voilà, tu trouves des sites comme ça qui se centralisent, qui te font la veille. Après, ça ne veut pas dire que je suis au courant de absolument tout 100%, mais de toute façon, c'est pas possible de faire tout. Voilà. D'autres questions ?